Le hashtag Justice for Glitter s'est hissé au sommet de la liste des sujets en vogue sur Twitter en novembre 2018, cherchant à faire revivre l'une des œuvres les plus débattues et les moins appréciées de Mariah Carey à ce jour. Même après 17 ans, les Limbelli autoproclamés voulaient à tout prix que leur idole reconnaisse un fragment de sa carrière qu'elle avait désespérément essayé d'oublier depuis la sortie du film en 2001. Les critiques des fans étaient si féroces que cela a fini par faire le tour des réseaux sociaux, dévoilant l'un des films les plus détestés de l'époque, Glitter, accompagné de sa bande originale qui a non seulement atteint la première place du classement des albums iTunes plus de 10 ans après sa sortie, mais qui a également fait son retour dans le classement des bandes originales du Billboard. Avec le directeur d'une des plus grandes maisons de disques ayant jamais existé, qui utilise son pouvoir et son influence pour saboter votre carrière à chaque tournant, qui se trouve être au passage votre ex-mari, les médias et votre propre famille qui font tout ce qu'ils peuvent pour vous ruiner, toutes les chances étaient contre Mariah au cours de sa soi-disant période de flop. Ce moment de sa carrière allait malheureusement se traduire par de multiples problèmes de santé qui allaient progressivement se transformer en ce qui ressemblait à une dépression nerveuse sans fin, rendue publique aux yeux du monde entier. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Mariah Carey. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il y a plus de 20 ans, le monde était témoin de l'époque la moins appréciée de la carrière de Mariah Carey et de la sortie d'une abomination jugée glamour par les médias. C'était le 11 septembre 2001. Le classique culte connu sous le nom de Glitter a été si sévèrement critiqué qu'il a accidentellement et délibérément pris de l'importance auprès du grand public. Non pas parce que l'interprète et star du film Mariah Carey était au centre de ce projet, mais parce que le film était si mauvais que tout ce qui l'entourait était tout simplement maudit. Les critiques négatives et l'exploitation par les tabloïds du séjour à l'hôpital de Mariah, sa soi-disant famille dysfonctionnelle et ses prétendus frasques sous l'emprise de la drogue ont garanti la malédiction du film, ce qui lui a valu le plus faible démarrage de l'année 2001 au box-office. Le film a rapporté seulement 2,4 millions de dollars comparé à certains de ses concurrents cinématographiques de l'époque, comme The Glass House et Hardball. Deux autres événements majeurs sont venus parasiter le projet dans son ensemble. Les attentats du 11 septembre et Tommy Mottola. Le chant révolutionnaire Justice for Glitter des réseaux sociaux devenu un véritable slogan montre à quel point certains fans sont prêts à tout pour attirer l'attention sur ce qu'ils perçoivent comme une injustice dans la carrière de leur idole. Cette tactique deviendra finalement synonyme de la surcharge de consommation qui se produisait autour de la culture pop de la décennie 2000. Le mouvement social Glitter a donc réussi à faire revivre son film et sa bande originale, mais des décennies après que Mariah ait enterré le sujet et se soit complètement dissociée du projet. Niveau réputation, il est toujours difficile aujourd'hui de savoir de quel côté de la barrière nous nous trouvons compte tenu de la passion déclenchée autour du film. Intitulé à l'origine All That Glitters, tout ce qui brille en français, il faut revenir quelques années en arrière avant sa sortie pour vraiment comprendre la profondeur d'un moment monumental aussi désastreux dans l'histoire de la culture pop. Avant de faire ses débuts de scénariste et avant de mettre les pieds sur le grand écran, Mariah savait déjà que sa carrière ne laisserait pas indifférente. En 1998, elle a signé pour une parodie de James Bond intitulée Double of Soul aux côtés de Chris Tucker, mais le film n'a malheureusement ou heureusement jamais vu le jour. L'année suivante, elle joue le rôle d'une chanteuse d'opéra dans un projet intitulé The Bachelor. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'elle cherche à réaliser un film non autobiographique, mais pourtant très inspiré de sa vie, qui sera plus tard connu sous le nom de Glitter. Un film du même type que Burlesque de Christina Aguilera et A Star is Born de Lady Gaga. En collaboration avec la scénariste Kate Lanier, à qui l'on doit des classiques comme le drame biographique sur Ike et Tina What's Love Got to Do With It, All That Glitters raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'est retrouvée à la tête d'un groupe de rock. Billy Frank, 9 ans, est envoyée dans un orphelinat car sa mère instable ne peut pas s'occuper d'elle. Confuse et perdue plus que Franklin dans le dernier épisode de Snowfall, Billy, jouée par Mariah, devient choriste pour une fille qui rappelle étrangement Jennifer Lopez. Après avoir rencontré un DJ qui tombe amoureux d'elle, Billy est propulsé au rang de star, mais découvre rapidement le côté sombre de ce DJ. Attendez une minute, cette histoire me semble étrangement familière. Bien qu'il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un film autobiographique, les spéculations et les fans étaient plus que convaincus que All That Glitters s'inspirait de la vie réelle de Mariah.
L'intrigue, qui raconte la relation trouble de Billy avec sa mère, présentait bien trop de similitudes avec le parcours de Maria, qui est finalement devenue l'une des plus grandes artistes de tous les temps. Sur le plateau, il fallait qu'elle fasse bonne figure pour interpréter le rôle de sa vie, car en dehors du plateau, les circonstances étaient bien plus troublantes que ce que l'on aurait pu penser. Maria était en proie à des troubles intérieurs. La raison, sa relation et son divorce en 1998 avec le chef de Sony Music Entertainment, Tommy Mottola, ou le diable selon le seul et unique Michael Jackson. Persuader votre idole d'avoir une relation amoureuse avec vous n'est pas un concept nouveau dans l'industrie de la musique. Nous avons tous entendu ces histoires de grands directeurs de disques qui couchent avec leurs artistes fétiches, et dans le cas de Maria, ce n'était pas vraiment différent. L'énorme différence d'âge de 20 ans entre elle et lui a préparé le terrain propice pour un environnement contrôlé auquel Maria a été soumise pendant 4 ans, même si cela lui a paru durer une décennie. Après le divorce, elle a signé un contrat de 80 millions de dollars avec Virgin Records. Ce nouveau contrat a donné naissance à son tout premier album sous leur supervision. Il s'agit de la bande originale de Glitter, un mélange de chansons originales et de reprises correspondant à l'ambiance des années 80 et des clubs présents dans le film. Le premier single, Loverboy, avec l'aide du producteur Clark Kent, contient un sample funky de la chanson Firecracker du groupe Yellow Magic Orchestra datant de 1978. N'étant plus lié à Tommy Mottola, ni romantiquement ni contractuellement, Tommy a voulu se venger et a fait tout ce qui était en son pouvoir, et il en avait énormément, pour saboter la carrière de Maria à partir de ce moment-là. Après avoir appris que son ex-femme allait sortir un film et un album, Tommy a décidé d'utiliser le sample avant que Maria n'ait l'occasion de le faire. Jennifer Lopez, la nouvelle artiste montante que Maria ne connaît toujours pas, a signé pour devenir la nouvelle star de Tommy et il s'est assuré qu'elle serait à la hauteur en poussant Maria dans ses retranchements et en poussant les fans à monter les deux divas l'une contre l'autre. Après avoir découvert que Maria allait utiliser le sample, Tommy s'est arrangé pour offrir ce même sample à Jennifer qui l'a utilisé sur son titre I'm Real, la version originale, pas celle remixée avec J-Roll. D'ailleurs, le sample de Rick James, Mary-Jane, était également un moyen de se venger de Maria. Pourquoi cela ? Parce que Maria avait enregistré une chanson en duo avec J-Roll. Le PDG de Murder Inc., IRV Gotti, a même confirmé que Tommy avait intentionnellement essayé de blesser Maria après que Tommy ait appelé IRV tôt un matin, lui demandant d'organiser une collaboration entre Jennifer et J-Roll. Le remix de I'm Real est sorti avant Loverboy de Maria, l'obligeant ainsi à retirer le sample. Loverboy a ensuite samplé Candy de Cameo, qui est sans doute le meilleur sample utilisé. Et il y avait vraisemblablement une taupe dans le camp de Maria, car quelqu'un rapportait à Tommy tout ce que Maria avait prévu de faire. Elle traversait une période difficile à cause d'un soi-disant ex-mari qui cherchait à la ruiner par tous les moyens, et son comportement dans les coulisses commençait à enlever toute reconnaissance et empathie à son égard. Au fil des retouches créatives, All That Glitter sera raccourci en Glitter et sa campagne de promotion a commencé le 17 juillet avec une apparition sur 106 & Park de Black Entertainment Television. Maria a fait savoir qu'elle était épuisée, mais son attitude optimiste aurait pu nous tromper. Après 106 & Park, il y a eu Total Request Live sur MTV et c'est peut-être l'un des moments les plus démesurés de l'histoire de la culture pop. Et c'est son apparition du 19 juillet qui a donné au monde entier l'envie d'aller voir Glitter rapidement pour mieux comprendre le comportement de Maria. Car au moment où le clip I'm Real de J-Lo et J-Roll touchait à sa fin dans l'émission Total Request Live, Maria est apparue à l'improviste poussant un petit chariot de glace sur le côté de l'immeuble de New York, vêtue d'un t-shirt violet surdimensionné avec le mot Loverboy inscrit dessus. Pris au dépourvu, l'animateur Carson Daly était sidéré, tout comme les personnes présentes dans le public et celles de l'équipe en coulisses de Total Request Live. Ce qui n'était au départ qu'une apparition surprise sur le plateau de l'émission s'était transformé en un véritable spectacle gênant. Maria avait décidé de prendre en main elle-même la promotion de Glitter car Virgin Records n'était pas à la hauteur dans ce domaine. Son ex, quant à lui, essayait d'arrêter tous les plans de succès de Glitter et Maria allait épuiser toutes les ressources possibles pour s'assurer que ses plans machiavéliques n'aboutissent pas. Les lettres que sa mère avait soi-disant écrites pour Carson exprimant son amour pour l'animateur ont été lues par Maria, qui était à présent en sous-vêtements après un striptease qui consistait juste à enlever son t-shirt Loverboy surdimensionné. Maria exposait donc un dos nu avec des grosses bretelles et un short, ce qui a conduit Carson à annoncer au public et aux téléspectateurs de l'émission que Mariah Carey avait officiellement perdu la tête. Pour Maria, cette performance était une véritable thérapie. Voici ce qu'il explique à Carson sur le plateau de Total Request Live.
Je veux juste un jour de congé pour aller nager, manger de la glace et regarder des arcs-en-ciel. Tu es ma séance de thérapie en ce moment même, Carson. Tu vois, de temps en temps, quelqu'un a besoin d'une petite thérapie. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Le craquage de Maria qui fait fondre sa crème glacée n'est qu'un des nombreux noms que les médias ont donné à l'incident. Ce qui était censé être une apparition surprise amusante et pleine d'esprit, semblable à un comédien qui fait de l'improvisation en s'adressant directement à son public, s'est transformé en rumeur spéculative sur la santé mentale de Maria. Son comportement erratique était en grande partie dû à son emploi du temps chargé. Elle travaillait sans arrêt et ne dormait que peu ou pas du tout. Elle a même révélé qu'elle était restée éveillée pendant plus de 24 heures lors d'une conférence de presse et s'est décrite comme éternellement en décalage horaire lors d'une émission de télévision allemande. Je ne sais même plus si nous sommes le jour ou la nuit, explique-t-elle. Dans une autre interview donnée la même semaine, elle a indiqué qu'elle souffrait d'insomnie et qu'elle ne dormait que 3 heures par nuit. Elle était même trop épuisée pour réaliser un autre clip vidéo avant la sortie de la bande originale du film. Le lendemain de sa désormais célèbre apparition sur Total Request Live, elle s'est présentée au Long Island Mall de Roosevelt Field pour une séance de questions-réponses sur Glitter. Avec un boombox Hello Kitty, Maria n'a pas caché ce qu'elle ressentait et a fait savoir pour la énième fois ce mois-ci qu'elle était complètement épuisée. Voici ce qu'elle déclare. « Je ne sais même plus qui je suis, tout ce que je sais c'est que j'ai besoin d'une journée de congé. » Elle a aussi laissé les haters comme Howard Stern s'exprimer avant que son agent, Cindy Berger, tente de lui arracher le micro contre la volonté de Maria. Même pas une semaine plus tard, 2 messages audio alarmants ont été postés sur le site officiel de Maria. Le premier dit ceci. « Je veux juste que vous sachiez que j'essaie de comprendre certaines choses dans ma vie en ce moment, et je pense vraiment que je devrais faire une pause avec la musique. Je ne peux plus faire confiance à personne en ce moment, car je ne comprends rien à ce qui se passe. » Un autre message, plus long et plus exagéré, est également posté. Les 2 messages n'ont cependant pas attendu longtemps avant d'être supprimés et son agent est venu rattraper les dégâts en déclarant ceci. Elle était manifestement très fatiguée et n'avait pas les idées claires. À ce moment-là, Maria avait désespérément besoin de se reposer. Elle a essayé de se cacher de son équipe de management en s'associant avec un chanteur de confiance avant que son frère Morgan Carey ne la trouve et ne l'emmène dans la résidence de leur mère. Gérant son anxiété en nettoyant la cuisine de sa mère, elle s'évanouit momentanément avant d'être mise au lit et c'est la première fois qu'elle réussit à vraiment dormir depuis 1 semaine. Son sommeil profond a été interrompu par sa mère qui l'a informé que sa maison de disques cherchait à la joindre. Sa mère n'avait manifestement pas reçu le mémo. Perturber le sommeil de Maria n'a fait qu'irriter son esprit. Sa réaction de survie s'est déclenchée immédiatement et elle est devenue furieuse. Personne ne l'avait jamais vue dans un tel état, surtout pas sa mère Patricia qui s'est vite transformée en Karen et a fini par appeler la police pour se protéger de sa propre fille. Maria déclare « Elle s'était sentie défiée et j'ai osé me montrer hostile. J'étais agressive envers elle, je lui ai fait très peur. » La police s'est immédiatement rangée du côté de la mère. Elle déclare « La seule chose que les policiers ont vue, c'est une femme blanche effrayée dans une grande maison remplie de personnes de couleur. Même le statut de Maria Carey n'a pas pu la sauver de cette situation de femme blanche en détresse. » Quelques heures plus tard, Maria a été hospitalisée pour épuisement extrême, détresse émotionnelle et dépression physique et nerveuse. Elle a été emmenée dans ce qu'ils appelaient une station thermale locale qui s'est en fait avérée être un centre de réhabilitation similaire à une prison ou à un centre de détention pour jeunes délinquants. Ici, elle n'a reçu aucune sympathie de la part du personnel. À ce moment-là, Maria a 11 ans de carrière. Ce même été, elle avait obtenu 15 numéros 1 au Billboard Hot 100, sorti un album EP pratiquement chaque année dans les années 90, coécrit et coproduit toutes les chansons originales qu'elle avait enregistrées, et ainsi de suite. Maria était donc au sommet de son art depuis des années. En plus des nombreux plans machiavéliques de Tommy Mottola, Maria était anxieuse, paranoïaque et épuisée. Apparemment, Tommy est même allé jusqu'à retirer des magasins de disques des objets promotionnels liés à Maria Carey. Heureusement, malgré cette interruption brutale, le premier single de Glitter, Loverboy, a réussi à se hisser à la 2e place du Billboard Hot 100 malgré le peu de promotion dont il a bénéficié par rapport au projet précédent et la décision de Virgin Records de réduire le prix du single à 49 centimes. Un rapport du tabloïd britannique The Sun, littéralement connu pour son manque de sérieux, affirme que Maria a tenté de se suicider la nuit du 25 juillet à cause de sa récente rupture avec le chanteur mexicain Luis Miguel. Son attaché de presse a nié toutes les allégations, mais a déclaré qu'elle s'était défoulée sur de la vaisselle et des verres.
Pendant ce temps, à l'extérieur, les analystes du box-office affirmaient que Glitter était très mal parti d'après l'engouement suscité par la sortie du film. Avec le chaos entourant les débuts du film, les paparazzis ont poursuivi Maria lorsqu'elle a quitté l'hôpital le 6 août. Cette semaine-là, Virgin Records a repoussé la date de sortie de la bande originale au 11 septembre, tandis que 20th Century Fox a retardé le film prévu le 31 août au 21 septembre. Maria a réservé un voyage à Los Angeles pour rendre visite à son frère qui, selon ses propres mémoires, l'aurait dupé pour qu'elle fasse un séjour dans un centre de désintoxication et de réhabilitation où elle aurait été nourrie avec des narcotiques puissants. Maria a ensuite été libérée exactement le même jour que les attaques terroristes du 11 septembre contre les tours jumelles, ce qu'elle a trouvé être une étrange coïncidence. Elle écrit ceci dans ses mémoires. J'étais donc autorisée à quitter cet endroit comme par magie car des terroristes avaient attaqué l'Amérique et qu'une diva fêlée n'était plus intéressante pour les médias à ce moment-là. Plus tard, elle cherchera à s'éloigner de son frère, de sa sœur et de sa mère, les qualifiant désormais comme faisant partie du passé. Comme vous le savez, le 11 septembre 2001 a été un jour tragique pour les États-Unis et pour tous ceux qui, dans le monde entier, ont ressenti l'immense impact de l'attaque des tours jumelles. En revanche, The Blueprint de Jay-Z, Silver Side Up de Nickelback, Love and Theft de Bob Dylan, Ghetto Fabulous de Fabulous et bien d'autres encore sont tous sortis exactement le même jour et ont obtenu de bien meilleurs résultats que Glitter. Les frasques qui ont précédé la date de sortie de Glitter ont été très bien documentées, placardées sur les couvertures de tabloïds et de magazines douteux, convainquant les curieux que le projet était condamné dès le départ. Néanmoins, Maria a persévéré. Bien que les médias s'acharnent sur une situation déjà chancelante, elle fait sa première apparition publique à l'une des projections de Glitter, le 20 septembre, vêtue d'une chemise noire sur laquelle est imprimé un drapeau américain. Le lendemain, Glitter est sorti dans environ 1200 cinémas et a rapporté 786 436 $ le jour de sa sortie. Maria interprète sa chanson Hero lors de l'événement télévisé de George Clooney, Benefit America, A Tribute to Heroes. Glitter a été le 11e film le plus rentable lors de son premier week-end et a rapporté environ 2 414 596 $. Lors de sa deuxième semaine, il a chuté de 61,1% en termes de vente de billets, se classant ainsi à la 15e place du box-office. Le film a rapporté moins de 5 millions de $, soit moins de 20% de son budget de 22 millions de $. À ce jour, le film possède une note de 6% sur Rotten Tomatoes avec une note moyenne de 2,9 sur 10. 23 critiques sur Metacritic lui ont donné une note de 14 sur 100, ce qui indique un désintérêt massif, la plupart des critiques se concentrant sur le jeu de Maria sur Disney Channel et l'utilisation de clichés dans le scénario. Témoin de la chute de Maria telle qu'il la connaissait, Virgin Records a cherché à couper les liens avec la maman de Damn Babies, allant même jusqu'à lui payer 28 millions de $ pour résilier son contrat. L'année 2001 n'a donc pas été très tendre pour Mariah Carey, mais en 2002, elle a signé un contrat de 7,5 millions de $ par album avec Universal Music Group et a sorti son nouvel album Charm Bracelet. Son premier single, Through the Rain, résume sa persévérance. L'objectif de Maria est désormais de se débarrasser de son image à paillettes et c'est ce qu'elle cherche à faire avec Charm Bracelet. Mais bien qu'il soit meilleur, il n'est toujours pas à la hauteur de ce que les gens connaissaient de Maria. La Maria des années 90 crachait des flammes, tandis que la Maria du 21e siècle était en train de brûler. Le fait de faire une énorme tournée de conférences de presse n'a pas empêché les ventes de billets de sa tournée de 8 mois de stagner. Charm Bracelet n'a pas été le retour en force qu'elle espérait. Through the Rain n'a pas dépassé la place numéro 80, mais pendant que le single essayait de rallumer la flamme de Mariah Carey, l'histoire derrière Glitter a refait parler d'elle. Après que Matt Lauer de Dateline ait remis en question son hospitalisation et ses méthodes thérapeutiques, Maria s'est positionnée en soutien aux personnes qui participent à des séances de thérapie de groupe. Elle est également revenue sur les intentions de Glitter en expliquant ceci. Ça a commencé comme un concept avec de la substance, mais ça a fini par s'adresser à des enfants de 10 ans. C'était dénué d'esprit. Je me suis un peu trop prise la tête. Lors de l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen, elle a avoué que personne dans son entourage n'était autorisé à mentionner Glitter ou quoi que ce soit en rapport. Charm Bracelet était un raté comparé à ses albums précédents, mais en 2005, la sortie de The Emancipation of Mimi a mis une claque à la tentative d'homicide de la carrière de Tommy Mottola.
La renaissance de la MC des années 90 était officiellement de retour avec une touche d'originalité. L'album a non seulement pris en otage les premières places des hit parades du monde entier, mais il a également déclenché une renaissance de la pop et du R&B. The Emancipation of Mimi est devenu l'album de Maria qui s'est le mieux vendu aux États-Unis en 10 ans, et avec des tubes comme We Belong Together, Like That et Shake It Off, Maria était de retour tel un boomerang et Glitter n'était qu'un bien mauvais souvenir. 20 ans après la sortie du film, l'écrivain Trey Green de Make a noté dans un article qu'au moment de la sortie du film, beaucoup de gens ont utilisé le film pour diffamer et rabaisser Maria, mais qu'en fin de compte, ils ont fait l'éloge du thème du film, se mettre en avant et ne jamais abandonner ses rêves. Lorsque le hashtag Justice for Glitter a déclenché un mouvement en 2018, cela a pu être considéré comme un geste stupide pour certains. Mais pour Maria et ses agneaux, il s'agissait de la résurrection d'un souvenir qui avait été autrefois intentionnellement enterré. Du moins du côté de Maria. Elle a d'ailleurs aussi, de manière surprenante, changé son point de vue sur l'époque, déclarant que c'était en fait un très bon album sur Good Morning America. Elle ajoute ceci: « Je peux le dire maintenant qu'il est numéro 1. » Jusqu'en 2016, elle n'a rien chanté de la bande originale de Glitter lors de ses nombreuses tournées. En fin de compte, le hashtag n'a pas grand chose à voir avec le contenu de Glitter, mais plutôt avec l'époque à laquelle il a captivé les foules et la culture qui l'entourait. C'était l'époque du culte de la célébrité, de la fin des années 90 et du début des années 2000, qui pouvait rapidement se transformer en dégoût de la célébrité en un clin d'œil. Une époque où Internet dominait les mécanismes de la célébrité et où les célébrités exerçaient un contrôle massif sur leur propre image publique. Après le 11 septembre et la crise économique de 2008-2009, Hollywood s'est progressivement détourné de l'idée d'un film à budget moyen, rempli de stars et destiné à un public adulte. Aujourd'hui, les icônes de la pop comme Lady Gaga, Christina Aguilera ou Mary J. Blige, déterminées à étoffer leur CV, n'auront pas à subir le même sort que Maria. En fin de compte, son comportement soi-disant bizarre n'était pas du tout étonnant si vous demandez à ses proches. En fait, certains diront que Maria était simplement elle-même. Le public a juste découvert sa forte personnalité dans tous les sens du terme. Pendant la première décennie de sa carrière, Maria est souvent apparue mal à l'aise et fermée, mais en 2001, elle n'était plus cette version d'elle-même. C'était plutôt une personne bizarre, amusante et optimiste, une facette d'elle qu'elle n'avait jamais révélée. Elle explique: « Le problème, c'est que vous avez la véritable version de moi-même en ce moment même, mais personne ne l'accepte vraiment, car en ce moment, c'est un peu trop. » Ses mémoires contiennent de nombreuses révélations sur cette période de sa vie. Si l'équipe de Total Request Live a été très surprise par la Maria qu'ils découvraient, les producteurs de l'émission, eux, ne l'ont pas été. Même avant le 11 septembre, il y avait bien trop de sécurité dans le bâtiment de MTV à Times Square pour qu'elle puisse vraiment s'incruster à l'improviste. Et le sketch de la crème glacée n'a pas été le spectacle sensationnel que l'on attendait d'elle. L'atmosphère de Total Request Live, composée d'adolescents hurlant à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, était déjà chaotique. Finalement, les frasques de Maria y avaient parfaitement leur place. Carson admettra plus tard à Entertainment Weekly que Maria était visiblement tirée dans 1 million de directions différentes. La détresse physique, les éruptions d'urticaire et les douleurs sévères dans le haut du dos et les épaules qui en découlaient n'étaient pas seulement les symptômes d'un épuisement extrême, mais de quelque chose de beaucoup plus grave. Une somatisation et même un trouble bipolaire saisissant qu'on lui avait diagnostiqué et qu'elle avait gardé sous silence pendant des décennies. Le mépris collectif de Glitter peut être justifié, mais le venin déversé sur Maria était empreint de misogynie, de racisme et de stigmatisation autour de la santé mentale. Elle reconnaîtra plus tard avoir complètement négligé le rôle de la tragédie nationale, du sabotage de son projet et de ses luttes personnelles. Elle n'a pas vraiment fait une dépression. Elle a en fait été brisée par les personnes même qui étaient censées prendre soin d'elle. Même si elle n'avait plus envie de présenter son projet passionnel oublié, Glitter reste un projet troublé, renforcé par les épreuves personnelles de Maria, et une tragédie nationale qui n'était même pas l'aspect le plus fou de son lancement. Il n'est pas nécessaire de considérer Glitter comme un chef-d'œuvre révolutionnaire pour avoir le sentiment que justice a été rendue. L'empathie à l'égard de sa créatrice suffit amplement. Après 2 décennies à prendre la poussière, Glitter reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite et est enfin élevé au rang de classique culte. Sachant ce que nous savons à présent, comme beaucoup d'entre vous qui ont fait le lien entre le film fantastique de Maria et sa vraie vie, tout ce qui brille n'est pas forcément fait d'or.
Et vous pensez aussi que les médias ont été trop durs avec Maria et que le film Glitter et sa bande originale ont été jugés un peu trop injustement? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!